Merci beaucoup tout le monde. Bienvenue de retour pour notre discours de clôture. Avant d'inviter Rebecca au podium pour vous présenter notre conférencière d'honneur, Une ou deux semaines, vous allez les recevoir par courriel. Alors, all the presentations from the toutes les présentations vous seront envoyées d'ici 2 semaines, notamment celles des séances concomitantes. Demain, vous recevrez un sondage. Répondez-y, s'il vous plaît, parce que c'est important pour nous de comprendre ce qui fonctionne ou non et d'avoir vos suggestions. L'énergie est palpable dans la salle et c'est réjouissant. J'aimerais remercier l'équipe coordonnatrice d'InfoRoute Santé du Canada. Félicitations pour votre excellent travail. Vanessa, qui est responsable de cette équipe, travaille pour InfoRoute depuis 2 mois uniquement et c'est assez remarquable. Et j'aimerais vous remercier comme on hésitait à organiser la conférence en personne à cause des restrictions de voyage, de la COVID. Et lors d'une des dernières séances, quelqu'un m'a dit qu'elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle avait parlé à autant de personnes sur des sujets si différents. Et puis, on est très content à cet égard de vous d'avoir organisé cet événement. Merci d'être venu. Bon voyage de retour. Et notre conférencière nous dit qu'elle a eu des retards en arrivant de Toronto. Sans plus tarder, j'aimerais vous présenter Rebecca Genter de Health Gorilla, qui, elle, va vous présenter notre conférencière. Bonjour tout le monde, je m'appelle Rebecca Genter et je représente Health Gorilla, qui est là pour promouvoir sa collaboration avec Medatech, qui est une initiative innovante pour l'échange de renseignements médicaux entre plusieurs professionnels de la santé au Canada. J'ai le plaisir de vous rencontrer hier soir pour vous parler de l'initiative, puis on a très hâte aux prochaines étapes. Traverse Exchange Canada est un des premiers réseaux en info nuagique d'interopérabilité est qui est géré par Health Gorilla. Il inclut de nombreuses organisations pour que l'information de santé soit accessible parmi d'autres systèmes de santé ou qu'on puisse avoir une vision globale des patients. Cette solution progressive a été élaborée en partenariat avec le collaboratif Medatech, qui est une organisation communautaire ayant pour mandat de faire avancer l'interopérabilité, puis de favoriser une mise en œuvre normalisée en Ontario. Pour conclure ces 2 journées à la conférence du partenariat, j'aimerais vous rappeler pourquoi nous sommes ici pour parler des causes sous-jacentes des inéquités en matière de santé et de l'importance de l'interopérabilité. J'ai par conséquent le plaisir de vous présenter notre conférencière pour le discours de clôture qui a été nommée, qui fait partie du 2021 Next Generation Leaders du magazine Time. Elle est pionnière en médecine et est une agente de changement dans le milieu de la santé. Médecin accompli, poétesse de la création parlée, défenseur des populations racisées et marginalisées, la Dr Oriwa nous parlera de son expérience personnelle et professionnelle pour poser des idées sur des stratégies concrètes en matière de leadership transformateur pour provoquer le changement afin de bâtir un avenir plus équitable pour tous. Sans plus tarder, voici la Dr Chika Stacy Oriwa. Bonjour tout le monde. Je suis très heureuse d'être ici. Je ne suis presque pas rendue puisqu'il y avait beaucoup de retard au départ de Pearson à Toronto. C'est par conséquent un privilège d'être ici. Je m'appelle Chika Stacy Oriwa et ma présentation a pour titre « Intégrer passion et mission, intersectionnalité, défense des droits et soins de santé mentale virtuelle ».
Je suis médecin résidente en psychiatrie à l'Université de Toronto, mais je suis en congé de maternité. À mon retour, je serai au CAMH et je voulais vous souligner certaines choses qui m'ont été rapportées, des exemples de micro-agressions de la part de pères ou de personnes qui ont eu vent de mon expérience et qui ont voulu me parler du travail de militantisme que je fais. Et je vais vous parler de l'évolution de mon travail de défense des droits. Tu n'es pas médecin. Quiconque ne fait pas partie de l'équipe médicale doit partir. Un autre exemple, je ne voudrais pas qu'elle me traite ni qu'elle me donne des médicaments. Chica, c'est une blague, non? Ça ne peut pas être ton vrai nom. Tu es la seule à avoir essayé. Tu t'en es le mieux sorti. Tu n'avais vraiment pas besoin d'être aussi sensible. Est-ce que les étudiants en médecine doivent vraiment être représentatifs de la population? Pardon, tu as oublié de nettoyer le vomi par terre. C'est ton problème, pas le mien. Et puis, je ne voudrais pas que tu aies la responsabilité de traiter mes enfants. Ce sont des commentaires qui m'ont été faits dans le cadre de mon travail, qui m'ont mené à mon travail de défense des droits. Voici quelques mots sur mon histoire. La première photo date de l'époque où j'avais 4 ans. Je savais déjà que je voulais être médecin plus tard. J'ai grandi à Brampton, en Ontario, dans le Grand Toronto, et je voulais travailler en médecine. Mais je ne voyais personne qui me ressemblait dans le domaine, surtout pas une femme noire. Mon rêve d'être médecin un jour avait s'inscrivait un peu dans la volonté de devenir ce que je ne voyais pas. Mes parents viennent du Nigeria. Ils sont arrivés dans les années 80. En arrivant au Canada, ils ont eu leurs 4 enfants, incluant moi-même. En 2013, j'ai fait mon diplôme de premier cycle à McMaster's en sciences de la santé. C'est une photo de mes amis lors d'un voyage aux États-Unis avant nos examens, après notre deuxième année d'études. Puis, en traversant la frontière, l'agent frontalier nous a arrêtés. Je dis, comment vous connaissez? Que venez-vous faire aux États-Unis? On est des étudiantes en sciences de la santé à McMaster. Puis, on fait un petit voyage de magasinage avant de faire nos examens. Il nous a arrêtés. Il m'a regardé dans le siège de la passagère, même vous. Et puis là, il m'accusait de lui mentir, d'être étudiante en médecine parce qu'il ne pouvait pas, et puis je ne pouvais pas imaginer pourquoi je mentirais à ce moment-là, mais il m'a accusé de mentir. Et j'ai par la suite écrit un article dans le magazine Flair en disant qu'il était clair, je savais très bien ce qu'il voulait insinuer. Une femme noire, médecin, impossible. C'est un exemple du manque de diversité en médecine puis des préjugés inconscients. Je voudrais parler de racisme et de préjugés en médecine. Pourquoi manque-t-on tant de diversité en médecine, ce qui a un impact sur notre travail en tant que médecin et sur le travail des autres professionnels de la santé? On parle du manque de diversité dans la formation médicale et dans la profession, et je voulais souligner l'importance de la diversité comme elle en témoigne dans son article, où des individus de minorités sous-représentées, invisibles, ont moins de chances à devenir eux-mêmes plus tard des professionnels de la santé. Et gardez ça à l'esprit, surtout pour mieux comprendre le manque de services dans les populations racisées, puis comment ils pourraient profiter de soins de santé plus équitables. Elle parle également de statistiques sous-jacentes qui illustrent le manque de diversité dans les facultés de médecine et comment ceci ne reflète pas la population générale. Elle souligne quelques facteurs qui contribuent au manque de diversité. Je vais vous parler de 2 exemples.
Premièrement, le capital. Quand on pense au capital financier. Et le capital financier peut donner à une personne un avantage pour étudier en médecine. Par exemple, pouvoir se payer les cours préparatoires qui coûtent très cher. Pour ceux qui ont passé tous ces examens, vous savez qu'ils coûtent très cher. Et même d'avoir le privilège de ne pas avoir à travailler pendant ses études de premier cycle ou lors de la préparation aux examens. Comme moi, je devais me lever à 4 heures du matin, je travaillais chez Starbucks, j'étudiais pendant l'après-midi, je travaillais pendant tout l'été parce que je n'avais pas le privilège de ne pas être obligée de travailler pour subvenir à mes besoins pendant mes études. Le capital social ensuite. Il s'agit de votre réseau, de vos connaissances. Et le mentorat est très important ici. C'est la clé pour avoir accès à diverses possibilités, notamment chez des personnes racisées qui étudient en médecine. Lors de ma première année en médecine, j'ai commencé à l'Université de Toronto en 2016. Au début de mes études, j'ai appris par surprise que sur 259 étudiants en médecine, j'étais la seule étudiante noire dans ma classe ou dans ma cohorte. Et Toronto est comme Montréal, c'est une ville très vibrante, diversifiée, puis d'où mon grand étonnement. Et c'est un moment où j'avais déjà fini mon diplôme de premier cycle, où j'étais la seule étudiante noire dans ma classe également. En deuxième année de résidence, aujourd'hui, ça fait 9 ans que je suis la seule femme noire dans ma cohorte, ce qui est encore déstabilisant. Et non seulement étais-je confrontée à cette situation, mais il n'y avait pas beaucoup de membres du corps professoral qui étaient noirs à la faculté de médecine. Et j'avais toujours une grande quête de la perfection. Lors de mon premier jour, on m'a demandé si on m'a facilité le processus d'inscription. Comme j'étais la seule noire, on soupçonnait que les critères étaient moins rigoureux pour moi. Et dès le premier jour, j'avais l'impression de ne pas m'être mérité ma place et que je devais donc travailler plus fort pour le prouver. Il y avait également un manque de diversité dans tout le matériel pédagogique. Je n'allais pas très bien pendant mes études de médecine et j'avais le syndrome de l'imposteur parce qu'on est à l'intersection de la race et du genre et si on est marginalisé, le syndrome de l'imposteur est encore plus marqué. J'ai écrit un article à ce sujet où j'indiquais que je me sentais aliénée, que j'étais très angoissée. Et aujourd'hui, je suis en psychiatrie et j'ai fait appel à un thérapeute la première année de mes études. Je savais que c'était important pour moi de partager mon expérience et de trouver des mentors ayant une expérience semblable pour défendre les droits des autres. Quelques mots sur l'importance de se faire confiance à titre de militant ou de militante. Mon cheminement a commencé par un programme à l'Université de Toronto qui avait pour but d'augmenter le nombre de candidats noirs à l'Université de Toronto. J'ai mis en caractère rouge et en lettres majuscules que les mêmes critères d'admission, soit pour les MPC, examen MCAT, les textes, activités parascolaires. Et puis, ceci pour mettre fin aux préjugés implicites comme quoi on facilite les critères pour les Noirs. Quelques mois plus tard, on m'a demandé si je voulais devenir ambassadrice auprès du public. Plusieurs de mes mentors m'ont fait part de leur hésitation en me disant que les institutions ne sont pas nécessairement la meilleure plateforme pour parler de quelque chose qui risque d'être trop controversé. Mais j'avais l'impression que j'avais la responsabilité de le faire comme j'étais la seule étudiante noire
et en sachant à quel point mon expérience avait été difficile, j'ai décidé qu'il était impératif que j'utilise ma voix et que je défende la cause. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai parlé publiquement de mon expérience comme étant la seule étudiante noire et j'ai commencé à travailler comme conseillère dans mon cercle immédiat. Le lendemain, une amie mentor m'a dit que j'avais gâché mes chances de devenir résidente et que j'avais détruit ma carrière. Imaginez, au bout de 3 mois d'études, on me disait que j'avais gâché ma carrière. Quoi qu'il en soit, j'ai continué mon travail de militantisme et j'ai continué à partager mon amour de la poésie pour parler de mon expérience de femme noire marginalisée. C'était risqué, mais c'est une question de savoir comment faire la bonne chose et pas de savoir si on doit faire ce qui est juste. Je voulais également être militante dans le cadre de mon travail clinique. Et lors de ma 3e année d'études en médecine, j'ai eu l'occasion de travailler avec des patients noirs dans un centre de santé régional où je parlais d'identification et de pouvoir répondre aux besoins uniques de la communauté noire, surtout par exemple par les soins du cheveu, à quel point ça se combine à notre santé physique, notre santé mentale, surtout pour les femmes noires, de revendiquer le droit de porter notre coiffure naturelle. Et j'ai donc participé à la production de tout un fascicule sur les soins capillaires pour les femmes noires et puis l'importance de répondre aux besoins uniques des communautés racisées. J'ai continué mon travail de militante ailleurs, lors de conférences comme aujourd'hui, mais aussi dans le cadre d'articles, d'entrevues, pour divers médias. Et puis, je me suis posé la question après quelques années à savoir si je voulais continuer et la réponse était que ce travail de militante est important pour que je puisse canaliser ma douleur. Il y a un côté sombre, bien sûr. Quand j'ai publié un article en 2018, j'ai été attaquée de commentaires racistes et haineux en ligne qui continuent aujourd'hui, qui se sont intensifiés depuis les 6 dernières années de mon militantisme. Des individus qui me disent en ligne que les Américains noirs ont un QI plus faible que les Blancs américains et que des individus me traitaient de singe sur le campus de l'université et comparativement aux Blancs, qu'on était une fraction de la population. Imaginez, en 2e année d'études où je devais me concentrer lors de mes cours et de recevoir autant de commentaires haineux sur mon téléphone. Mais j'ai décidé de persévérer, continuer mon travail de militante et j'ai eu le privilège d'être nommée première de ma section et j'ai pu prouver qu'il y avait un pouvoir d'exprimer qu'on avait un certain pouvoir lorsqu'on exprimait notre vulnérabilité. Mais le côté sombre du militantisme a continué. Une journée après avoir obtenu mon diplôme, des individus tentaient déjà de me discréditer. On m'a dit qu'on m'avait donné ce titre parce que j'étais immigrante noire. Et malgré ma fierté d'être fille d'immigrante, ici, c'était clair qu'on voulait discréditer toutes mes réalisations à cause de mes origines et que certaines personnes me disaient qu'elles refuseraient de se faire traiter par moi-même si j'étais diplômée en médecine. Et imaginez d'être confrontée à cette haine et de remettre en question à cause de tout cela mon travail de militante. J'en ai parlé dans le Toronto Star où j'ai dit que ce message sur Twitter m'a rappelé cruellement, le lendemain que je suis devenue médecin, qu'on ne peut pas échapper à l'étau du racisme contre les Noirs qui est bien ancré dans notre société, dans tous les systèmes et qui sévit en toute impunité. Le jour, lors de la collation des grades, j'ai
été néanmoins heureuse puisque l'Université de Toronto avait admis cette année-là la plus importante cohorte d'étudiants noirs. Et d'avoir participé à ceci m'a rendue très, très fière. Et j'aimerais vous parler désormais d'intersectionnalité et de soins de santé mentale virtuelle. J'ai choisi la psychiatrie puisque c'est la meilleure spécialité médicale et que c'était une progression naturelle de ma passion et de ma vocation pour protéger les populations marginalisées. La psychiatrie m'a également permis d'inscrire mon militantisme dans mon travail clinique. Je vais vous donner l'exemple de la psychophobie à l'égard des Noirs, qui est une manifestation du racisme systémique. Ça peut prendre la forme de jeunes hommes noirs qui sont surdiagnostiqués de schizophrénie ou qui sont gardés à l'hôpital contre leur volonté, ou de toute la question ou du préjugé des jeunes qui vont de l'école maternelle jusqu'à la prison. Et il y a des disparités de traitement des Noirs aux prises avec une maladie mentale. On note que pour l'accès des jeunes Noirs aux soins de santé mentale, les délais d'attente sont plus longs, de 16 mois par rapport à 7 mois. Pour les soins virtuels, il faut réfléchir au potentiel de cette technologie pour faciliter l'accès aux soins de santé mentale pour les populations racisées. Cet été, lors d'un stage en rotation dans le cadre de ma résidence où je travaillais en pédopsychiatrie, j'ai compris que notre façon de communiquer avec les patients, les familles, se fait souvent par les soins virtuels. Même si c'était des patients internes, on communiquait beaucoup virtuellement, notamment à cause de la pandémie, mais pour pouvoir communiquer également avec la famille. C'était l'occasion pour moi d'explorer le racisme dans le discours clinique avec des patients, avec l'équipe soignante, et dans le but de créer ou d'offrir des soins plus holistiques. J'aimerais prendre un peu de recul et puis vous donner quelques anecdotes cliniques qui soulignent l'importance des soins virtuels en psychiatrie. Le premier cas concerne que j'ai vu en 4e année d'études en médecine. C'était une femme de 50 ans qui avait un trouble de l'usage de l'alcool et qui était agoraphobe. Son trouble était si grave qu'il lui fallait une greffe de foie pour éviter qu'elle n'en meure. Et puis, historiquement, les personnes atteintes de son trouble ne peuvent pas accéder ou obtenir une greffe du foie. Mais à l'Hôpital général de Toronto, l'équipe menait un essai clinique pour voir si les individus atteints de troubles de l'usage de l'alcool peuvent suivre un traitement psychiatrique. Et s'ils réussissent, ils peuvent obtenir la greffe de foie qui leur sauve la vie. En revanche, cette patiente était agoraphobe. Elle avait arrêté de boire, mais elle ne pouvait pas quitter son domicile pour aller à ses rendez-vous. Et l'équipe a jugé qu'elle ne suivait pas son traitement, qu'elle n'était pas apte à la greffe. Et durant la pandémie, on a évalué la possibilité de lui offrir des soins virtuels pour qu'elle voie un psychiatre à la maison. Malheureusement, à l'époque, ce n'était pas encore très répandu puisque c'était avant la pandémie. Malheureusement, cette personne s'est disqualifiée, n'a pas obtenu sa greffe et elle en est décédée. Imaginez l'influence qu'on aurait pu avoir avec des soins virtuels pour cette femme et sa famille, ce qui aurait fait tout un changement grâce au programme. Je vais vous parler un peu de recherche d'un modèle de soins virtuels pour la prestation de santé mentale et de traitement des dépendances au Canada.
Et puis l'importance des soins en santé virtuelle ou en soins virtuels en santé mentale au Canada. 56 fois de plus, il y a eu 56 fois plus de consultations virtuelles durant la pandémie et la majorité d'entre elles, même pour les médecins de famille, étaient en santé mentale. Imaginez l'explosion des problèmes de santé mentale durant la pandémie à cause de plusieurs facteurs. Comme je suis en psychiatrie et que j'ai commencé ma résidence en juillet 2020, tout était virtuel dès le départ. Et puis, plusieurs soins offerts se faisaient de manière virtuelle. J'étais à la maison, les patients étaient à la maison. Et c'était tout un changement de paradigme dans la prestation de soins de santé. Et c'était particulièrement efficace pour certains troubles psychiatriques, par exemple la dépression, l'anxiété et le trouble du stress post-traumatique. Mais c'est limité ailleurs, notamment les traitements cognitivo-comportementaux ou la schizophrénie ou un trouble bipolaire grave où la personne est trop désorganisée pour avoir accès à de tels soins de santé mentale. Je voulais vous parler d'une anecdote qui provient de ma résidence. Je voyais un homme de 30 ans qui est en début d'anxiété à cause de la pandémie. C'est probablement une anecdote à laquelle on s'identifie presque tous et toutes. Il allait devenir père pour la première fois. Il avait beaucoup d'anxiété qui a mené à une dépression majeure durant la pandémie. Et au cours de ma première année de résidence, j'ai pu lui offrir une psychothérapie virtuelle et de faire des évaluations cliniques et lui offrir un traitement psychiatrique virtuellement. Heureusement, il a vu une amélioration clinique graduelle et était en rémission presque totale au bout de quelques mois, ce qui souligne l'importance de la santé mentale virtuelle, surtout durant la pandémie. Il y a également certains pièges à éviter. J'ai eu l'occasion de travailler avec une femme de 47 ans qui avait beaucoup d'antécédents de traumatisme et de violence conjugale. Malheureusement, elle était encore dans sa relation abusive. Elle habitait avec son conjoint dans un appartement. Imaginez, il n'y avait pas beaucoup d'espace où elle pouvait se réfugier, où elle pouvait avoir des conversations personnelles comme avec sa psychiatre. Et à cause de certains problèmes, elle ne pouvait pas venir en personne. Dans des situations extrêmes comme ça, on aurait pu l'inviter à venir en personne, mais elle ne pouvait pas le faire. Et elle n'avait pas d'espace pour parler en toute confidentialité à la maison. On commençait l'évaluation, son conjoint arrivait, on devait s'interrompre, on devait parler d'autre chose, ce qui souligne l'importance de certains obstacles quand il s'agit de santé mentale virtuelle, même si la patiente peut suivre son traitement à la maison. L'article suivant parle de divers domaines où on doit être particulièrement attentif pour l'amélioration de la santé mentale virtuelle, ce qui revient à l'infrastructure pour certaines populations, certaines collectivités racisées, les Autochtones et les réfugiés. Donc, je n'entrerai pas dans les détails, là, puisque le temps file, mais pour la communauté noire, ils voulaient reconnaître qu'il y a ce plus haut fardeau de santé mentale négligé, surtout pendant la pandémie, et la discrimination systémique qui fait partie de l'historique l'exacerbe. Et la question de la sensibilité culturelle et de la confiance est importante. Donc, quand on on parle de soins virtuels en santé mentale, c'est vraiment ça va au-delà d'une connexion avec un professionnel. Il faut créer une culture, et c'est vrai aussi dans les communautés éloignées, en milieu rural, et il faut savoir notamment respecter la diversité des communautés autochtones et celle des réfugiés, la vie privée, la technologie et la confiance dans le professionnel de la santé. C'est ce qu'il faut créer, cette alliance thérapeutique avec le patient. Et dans mon expérience et celle de certains de mes collègues, c'est plus difficile à créer sur une base virtuelle qu'en personne. Toutefois, il y a
des avantages incroyables aussi aux soins virtuels. Voici une anecdote, une fille de 12 ans que j'ai vue pendant ma rotation d'adolescence et de psychologie des adolescents qui a eu donc une psychose aiguë et des idées suicidaires. C'est rare. Et là où j'étais en résidence, j'en ai observé plusieurs de nouvelles psychoses pendant que la pandémie battait son plein et des idées suicidaires aiguës en raison de nos soins. Euh, on a pu l'avoir dans l'accès rapide à une évaluation et vous connaissez les longues périodes d'attente, surtout pour les psychiatres spécialisés en pédagogie, en pédiatrie. Ça peut être très long. Donc, on a eu beaucoup de chance de pouvoir traiter cette fille qui était venue aux urgences et ensuite, par la clinique d'accès rapide, on a pu la stabiliser. Ce qui souligne encore une fois l'importance des soins virtuels en santé mentale. Autre patiente, pendant ma rotation clinique, il ne tombait pas sous la psychiatrie, mais plutôt la neurologie comportementale. Donc, ce sont d'autres pans de notre système de soins qui sont importants pour soutenir la santé mentale. Ce n'est pas nécessairement de la psychiatrie, mais c'était un homme de 60 ans atteint de démence liée à l'alcool. Et il était au prix avec le soutien, avec la technologie. Il avait besoin de beaucoup de soutien. Vous aurez, certains d'entre vous, vécu tout ce qu'il faut faire quelquefois pour accéder à un rendez-vous virtuel. Donc, il avait besoin de ses enfants autour de lui pour l'aider. Mais il continuait d'avoir une faible connexion Internet en raison de désaccords familiales. Les enfants n'était pas heureux de l'entendre parler de son historique d'alcoolisme pendant tout cela, donc c'était difficile. Donc vous pouvez voir les défis que ça peut présenter de rendre les soins accessibles. Et à la table scientifique, on l'a dit aussi, la difficulté donc d'atteindre et de se connecter à des gens qui ont des problèmes cognitifs plus sévères. Les différents facteurs doivent être pris en compte dans l'intersectionnalité lorsqu'on étudie au cas par cas. Aptitude de la clinicienne, est-elle bien à l'aise avec les soins mentaux? Les préférences des patients ensuite, le caractère approprié de la rencontre clinique, l'équité, la structure organisationnelle. Tous ces facteurs ensemble vous permettent de déterminer s'il est approprié ou pas d'utiliser des soins virtuels en santé mentale pour un patient donné. Et ils ont formulé des recommandations clés. Coordonner la planification des soins virtuels sous l'angle des réseaux de la santé, faire participer des gens de communautés marginalisées, établir des normes pour la sélection et de façon volontaire, donc des lignes directrices. Une dernière anecdote, patient qui a pu entrer en contact avec mon équipe à l'hôpital Saint-Joseph. C'était une jeune non-binaire qui s'identifiait comme noire, ayant eu une tentative de suicide récente et qui ne se sentait à l'aise qu'avec une thérapeute noire. J'étais résidente en psychiatrie et en principe, je n'étais pas thérapeute officiellement, mais je ne connaissais pas d'autres thérapeutes noirs et il n'y avait pas de psychiatre noir donc à l'hôpital. Donc je l'ai accompagnée tout au long jusqu'à mon congé de maternité, jusqu'à ce qu'elle arrive en rémission de ses symptômes. J'aimerais conclure sur une façon de boucler la boucle. Où ma défense des droits est allée de la résidence jusqu'à maintenant. Voici la petite chica que j'étais. Donc, j'ai eu une occasion merveilleuse au cours de la dernière année d'être nommé comme exemple modèle de Barbie. On m'a fait une Barbie à mon image. Et je dédie cela, aidez-vous cela à toutes les jeunes filles pour qui les rêves de médecin étaient peut-être trop loin et inatteignables. Nous sommes là. Merci. Voici une citation qui vient boucler la boucle, j'espère, parce qu'on pense à l'équité, à la défense des droits et des soins de santé mentale virtuelle. Osez affirmer votre authenticité et occuper des espaces
influents, ou si vous avez eu le privilège historique de le faire, faites de la place à ceux qui n'ont pas eu cette chance. Non seulement vous vous donnerez les moyens d'agir, mais vous transformerez la culture d'un groupe et inspirerez toute une génération. Ce n'est que lorsqu'on agit ainsi que les écarts d'équité commencent à se resserrer et que tous ont des chances égales de réussir. Merci beaucoup. Et le parquet est ouvert pour les questions, si vous en avez. Merci, Chika, pour ce témoignage courageux. Je suis sûr que vous êtes une psychiatre absolument fantastique et que vous contribuez grandement à la profession. Merci beaucoup. Bon, je ne sais pas si nous avions prévu une période de questions à ce moment-ci, parce que je suis pas mal convaincu qu'il y en a. On a sûrement quelques minutes pour cela, n'est-ce pas, Chika? Oui, nous avons une question. Inaudible pour l'interprète. Right. La question était la suivante. Est-ce que, s'agissant des schémas historiques d'étudiants noirs à l'Université de Toronto, est-ce que je connais l'historique et les cohortes qui m'ont précédé et qui m'ont suivi, montrent-elles une augmentation linéaire? Excellente question. En fait, cette information a été sous-étudié à l'Université de Toronto, mais j'ai compris de façon anecdotique qu'en moyenne, il y avait de 0 à 2 étudiants en faculté de médecine, étudiants noirs par promotion. Et l'année qui m'a précédé, ils étaient 5, donc ils étaient bien au-dessus de la normale. Donc, à mon entrevue, j'étais très réjoui. Je me disais, les choses changent, je ne serai pas la seule si je suis accepté. Donc, vous vous imaginez ma surprise au moment où je croyais que tout s'améliorait. Mais en réalité, dans mon cas, ils étaient vraiment la valeur aberrante alors que la mienne était plus dans la norme. Donc, c'était de 0 à 2, mais l'année après moi, il y en a eu 5 aussi. Donc, je ne sais pas comment j'ai pu être flanqué de 2 promotions avec beaucoup plus de Noirs que moi, mais avec le programme BSAP, il y a eu augmentation exponentielle plutôt que linéaire. Donc là, on a vraiment vu une augmentation marquée et depuis sa mise en œuvre de ce BSAP, je crois comprendre qu'il y a de 15 à 20, même 24 étudiants noirs en médecine par année à l'Université de Toronto. Donc, le programme a aidé à vraiment augmenter la diversité. Absolutely. La question était, quelles sont mes recommandations pour ce qui est de nous sensibiliser nous-mêmes à l'équité et assumer la responsabilité là, de vérifier nos propres angles morts? L'une de mes plus grandes recommandations, c'est de toujours saisir l'occasion et la responsabilité de s'éduquer soi-même sur l'histoire de la discrimination dans certains groupes et sur le fait que ça se poursuit, parce que ça se poursuit. Et l'autre défi qu'on doit se donner, c'est regarder les façons qu'on peut influer sur les décisions, siéger à des tables importantes pour faire avancer ce travail. La défense des droits prend toutes sortes de formes. Pour beaucoup de gens, ça peut être un peu intimidant de trouver une façon d'aider.
comment aider mes patients, comment aider la société en général à évoluer. Ça peut nous dépasser quelquefois. Et généralement, j'inclus une prescription pour la défense des droits qui est concrète. Ce sont des points concrets. Et l'un de ceux-ci, que je dis au public quand je parle en public, c'est de valider l'expérience vécue des personnes que vous rencontrez, qu'il s'agisse d'une patiente devant vous qui exprime ses préoccupations de discrimination, de marginalisation, et du fait que ça affecte leurs soins. La chose la plus importante à faire, c'est de valider leurs préoccupations. Et la plus délétère serait d'invalider leurs préoccupations même. Et faites attention, on peut faire ça même sans le vouloir quelquefois. Éduquez-vous correctement, utilisez votre voix pour militer pour vos patients ou pour les personnes dans votre collectivité, communauté qui peuvent en profiter et allez faire ce travail. Mensuellement, j'aime regarder un livre, lire un livre d'un différent auteur d'un autre milieu, issu d'un autre milieu. Et je vous le recommande, ceci influe sur votre point de vue, vient changer votre point de vue sur le monde et créer de l'empathie. Voilà des conseils. So it was at the Question inaudible. Réponse, c'est à l'Université de Toronto que j'ai fait cela. J'étais l'ambassadrice. Ils avaient déjà commencé à travailler sur ce programme de demande. On commençait à le mettre en œuvre, mais ils cherchaient un chef de file étudiant pour prêter sa voix. Donc, ils ont demandé aux étudiants plus avancés de la faculté de médecine, lesquels n'étaient pas à l'aise parce que ça comportait des risques réels, comme je l'ai montré tout à l'heure, des risques professionnels et personnels. Et je comprends complètement pourquoi ces étudiants ne se sentaient pas à l'aise. Même on m'a conseillé d'éviter ce rôle, mais j'ai décidé de le faire en bout de ligne. Et j'étais sur le comité directeur et je leur disais ce qu'il était important de faire pour que le processus d'admission soit équitable et comment nous pouvions soutenir les étudiants noirs une fois admis dans la faculté et vraiment de la mise en œuvre jusqu'aux étapes suivantes. Question inaudible. So the question is whether La question, est-ce que ça s'applique à d'autres facultés de médecine? Je crois fermement que c'est le cas. Depuis la mise en œuvre par l'Université de Toronto, il y a eu cette vague d'autres facultés de médecine qui l'ont fait. McMaster l'a fait aussi et d'autres facultés au pays. Les facultés de médecine ont des initiatives semblables pour rehausser la représentation des communautés noires, autochtones et autres communautés marginalisées. Merci encore une fois. Merci encore, Chika. Merci d'avoir affronté ces intempéries pour être là avec nous aujourd'hui. Et on arrive à la fin. Et j'ai quelques mots. Et puis, ensuite, je vais inviter notre doyenne, Kathleen Sky. Je voulais vous remercier d'être là en personne, tous et toutes. Je pense que ça a été un événement très positif. J'ai reçu toutes sortes de bons commentaires et c'est tellement agréable d'avoir une interaction avec vous en personne. Du côté InfoRoute, on en a grandement profité. On a savouré chaque moment. Et j'aimerais remercier nos patients partenaires d'avoir pris le temps de venir, de partager leur vécu avec nous, parce que c'est l'incidence que nous avons sur les patients qui est notre plus grand objectif en dernière analyse dans tout ce qu'on fait. Et merci à tous nos conférenciers, les principaux et les autres qui ont pris part. Le Dr Lafontaine nous a donné un point de vue extraordinaire comme président de
l'Association médicale canadienne et comme médecin travaillant dans le nord de l'Alberta avec toute une expérience là. Et c'est inspirant de voir le président de la CM, l'Association médicale canadienne, l'AMC, dis-je, qui comprend les défis liés à la mise en œuvre de la technologie. Merci au ministre Duclos aussi. Et je l'ai rencontré quelques fois et j'ai toujours été impressionné. Il s'intéresse vivement à la promotion des soins virtuels. Et il croit passionnément que ceci va faire une différence et que c'est une des seules façons que nous pouvons améliorer l'accès aux soins plutôt que d'engloutir plus d'argent là-dedans, mais plutôt d'investir stratégiquement dans cela. Et puis Steve Posnack de l'ONC est venu nous parler aujourd'hui. On a rencontré souvent cet organisme et on dit souvent que leur système aux États-Unis est différent du nôtre au Canada, mais on partage des problèmes quand même, équité d'accès, interopérabilité et ainsi de suite. Donc il y a toutes sortes d'enjeux partagés et nous pouvons travailler avec les États-Unis et d'autres pays, notamment les ressources humaines en santé, et la liste se poursuit. Et la dernière, mais non la moindre, serait de remercier nos commanditaires dans l'industrie. Merci de votre soutien. Merci d'avoir apporté votre technologie ici. Ce sont vos solutions qui nous aident à mettre en œuvre ces nouvelles pratiques, élément crucial de tout cet événement, bien sûr. Et j'aimerais remercier Sheila et son équipe aux événements, au marketing, qui ont merveilleusement bien organisé tout ceci. Donc voilà ce qui conclut mes mots de la fin. Merci beaucoup, bon voyage en français dans le texte. Et on se reverra tous, j'en suis sûr, à la conférence de l'an prochain. C'est où encore? Ça m'échappe, mais je suis sûr que ce sera quelque part de merveilleux. Donc, et maintenant, passons à notre cérémonie de clôture. Merci encore. Je dis bonjour, good morning, mais on est déjà rendu en après-midi. L'air est très sec ici. Je vais tâcher de ne pas tousser. J'ai entendu quelques instants de la merveilleuse conférence de ce matin. J'avais l'impression qu'on me parlait, que vous me parliez, que vous preniez la défense des droits de toutes les jeunes femmes qui essayaient de faire quelque chose de leur vie. Et moi, j'ai l'intention d'obtenir une Barbie à mon image. Donc, lorsque je regarde notre histoire, nos origines, d'essayer d'établir des connexions avec les gens, je pense que c'était ça l'objet de cette conférence, créer des partenariats, des collaborations et pouvoir avancer, sachant qu'on a accompli quelque chose en 2 jours, bien que ce soit peu de temps. C'est très peu de temps, mais je peux voir dans vos visages, d'abord, vous êtes fatigués et sans doute prêts à aller à la maison et vous occuper de vos familles et de rentrer dans vos collectivités. J'apprécie vivement l'occasion qui m'est faite d'occuper un espace ici dans ce merveilleux hôtel, il faut le dire. Je voulais le dire à nouveau parce qu'on m'envoie souvent des messages à ce sujet. C'est d'essayer de voir si vous pouvez être le mentor d'une personne plus jeune que vous. Moi, j'ai reçu ce privilège d'autres matriarches et des aînés. Et c'est un privilège de cheminer avec quelqu'un qui a une connaissance et un vécu profond. Et d'essayer, qui comprend ce que ça implique d'essayer de se forger un futur, un avenir. Hier, j'ai mentionné que mes gens, mon peuple, sont les gens de la grande loi de la paix. Mais ça va beaucoup plus loin. On revient au lien qu'on noue pour nos familles, à notre mère nourricière, la terre, qui nous fournit tout. J'ai été très déçu ce matin d'entendre les gens se plaindre du fait qu'il n'y avait pas de laitue sur les hamburgers de McDonald's. Bon, ça peut paraître étrange, mais nos fournisseurs locaux pourraient fournir tout le monde. Donc, c'est étrange, mais je vous encourage, chacun,
en quittant, c'est de vous préparer pour l'an prochain, parce que l'an prochain, vous pourrez tous avoir vos propres jardins. Plantez donc votre laitue. Ensuite, j'ai entendu la fin aussi de la présentation sur les soins virtuels. Moi-même, je ne crois pas je ne favorise pas beaucoup la technologie parce que ça me fait peur, ça me fait peur parce que je ne connais pas beaucoup la technologie. Donc, je n'ai pas encore eu de lien d'une façon qui est profonde pour moi, qui va me motiver à en apprendre plus. Et c'est peut-être juste à cause de mon âge. Donc, les jeunes, eux, sont les maîtres de la technologie. Ils maîtrisent cela. Donc, il s'agit de mentorer les jeunes et leur demander de nous mentorer sur la technologie. En ce sens, on devient des égaux. Uma wanizerade, yawa goa zewa kwego ne ungwesu ne wakwakodaze ne giga ne ii ne ize ne jochage. I'm speaking baby Mohawk here. C'est du Mohawk un peu primitif que je parle, un peu de bébé. Ne honor ne zen Desa wada yonder ne giga ne deo twet nuni ne sewa kwego ne ungwesu So nyawa goa yetenestahan dio hozade dano sewa kwego ne ungwesu hunza gwego, yaw goa ka yerdi ni wardage, ni ungwetage, ni uidige, dano yaw goa, garo hiage rono, dano zewa gwego nigika ne yeti sato ogun. So I just... Donc, je viens de faire des remerciements brièvement à chaque partie de la création de la Terre, à la création, tous les êtres qui vivent ici. Mais je voulais donc vous donner le départ avec les êtres puissants et ce souhait qu'ils s'occupent de vous dans votre retour à la maison, par train, par automobile, par avion, même si vous marchez. Prenez soin de vous-même. Retournez dans vos espaces et souvenez-vous du travail fait ici. Je n'étais pas là pour tout le temps, les 2 jours, mais je le ressens et j'ai regardé et j'ai suivi en ligne. Donc, vous pouvez vous féliciter. Donc, merveilleux retour dans vos foyers. Merci encore à tous et à toutes.